Les scouts, les rabbins, les curés, les imams, les maires communistes ont entraîné des milliers d'enfants sur les sommets, les rivages et à la campagne. Ils leur apprenaient du même coup la débrouille, le risque, l'effort, la joie d'être ensemble. Et puis on a complètement laissé choir cet outil de sociabilisation joyeuse, abus des mises aux normes et problèmes de financement. Personne n'a pris en compte la sonnette d'alarme tirée par les encadrants et les associations. Et alors on découvre aujourd'hui que les enfants ne peuvent pas se contenter d'un paillasson pour jardin, ni même d'une tablette pour loisirs, et que c'est peut-être même une des causes de leur dysfonctionnement aujourd'hui. Parce que se frotter à la nature, c'est la garantie d'une meilleure santé mentale, la prévention de l'obésité, voire de la délinquance. Partir en colo, c'est pouvoir parler de questions intimes qu'on n'aborde jamais à la maison, la sexualité, la pornographie sur Internet, le harcèlement. C'est une pause dans le piège des réseaux sociaux. Bref, c'est très rentable, la colo. Alors, petite question, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui sont aujourd'hui les plus punis de vacances, sont-ils associés à ce réengagement pour les colonies de vacances? Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Je crois qu'il est partagé dans ses objectifs. Je pense qu'à l'examen des différents amendements, j'aurai l'opportunité de répondre aux différentes questions qui ont été évoquées, notamment celui du financement. Comment finance-t-on ce fonds? Les amendements permettront de travailler sur ce sujet. Des réponses aussi qui apparaîtront sur la notion de classe verte que vous avez pu évoquer. Des réponses également sur... je rappelle le cadre de la loi. La loi, c'est vraiment pour précisément favoriser le départ dans des séjours longs. Les séjours longs. Même si on en connaît effectivement, même si j'ai évoqué les difficultés, et pour les parents et pour les enfants, de faire partir, pour des raisons à la fois personnelles ou sociales, de faire partir leurs enfants en colonie. Donc le débat ne se situe pas avec les centres de loisirs ou pas les centres de loisirs, il se situe vraiment dans le cadre de cette proposition, c'est celui de la colonie de vacances. Donc, ceci dit, nous aurons l'occasion de balayer et de répondre à tous ces sujets. Celui du guichet unique aussi, d'ailleurs, parce que j'ai fait une réécriture. Suite aux auditions, j'ai fait une réécriture sur cet article 3. Donc, nous aurons l'occasion de débattre de façon précise de tout cela en examinant les amendements. Voilà. Très bien. Eh bien, nous passons donc à l'examen des différents articles de votre proposition de loi. Madame Rubin, article 1er, premier amendement, le 2. Madame Thiel. Merci, monsieur le Président. Ce texte est infiniment louable. Il est bien malheureux que des enfants ne puissent pas partir en vacances. Aussi, je veux rappeler les nombreux dispositifs qui existent pour aider les familles les moins aisées à partir en colonie de vacances. Les paiements plusieurs fois sans frais, les chèques vacances dont j'ai moi-même bénéficié, accessibles à tous les revenus faibles, l'aide au temps libre des caisses d'allocation familiale. Cette aide peut prendre plusieurs formes. Bon vacances, AVE. Son montant varie selon le département et viendra en déduction des montants de séjour. Les comités d'entreprise existants dans toutes les structures employant plus de 50 salariés, les bourses JPA accordées sur dossier aux élèves de l'enseignement public dont les parents disposent de faibles revenus disponibles auprès du chef d'établissement, les municipalités et conseils départementaux via leurs leurs services sociaux proposent des aides journalières dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés localement. Promouvoir et démocratiser l'accès aux colonies de vacances ne passe donc pas forcément par la création d'un énième dispositif supplémentaire. La question se pose bien davantage en termes d'organisation et de financement des systèmes déjà existants. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Oui. Alors, votre objection, c'est qu'il existe déjà une multiplicité d'aides, mais précisément ces aides, d'ailleurs, d'une part, ne sont pas forcément fléchées vers les colonies de vacances que l'on souhaite, cette forme de séjour que l'on souhaite promouvoir, que l'on souhaite démocratiser et promouvoir, d'une part. En plus, vous avez évoqué vous-même dans l'exposé des motifs qu'il y avait une hétérogénéité territoriale. Certains départements proposent, certaines communes proposent. Tous les jeunes n'ont pas des parents qui travaillent dans des entreprises bénéficiant de l'aide d'un comité d'entreprise. Donc précisément, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons créer ce fonds spécifique, à la fois national et qui vise et qui cible précisément les colonies de vacances.
Par ailleurs, il a été évoqué par les différents interlocuteurs que nous avons pu rencontrer, le frein que représente donc le coût financier pour certaines familles. Donc si cette aide peut également abonder les autres aides, eh bien, ça permettra aux 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances de pouvoir effectivement bénéficier de ce type de séjour. Donc avis défavorable. Donc avis effectivement Je mets aux défavorable. voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le suivant, c'est le vôtre, Madame Rubin, le 22, rédactionnel. L'amendement rédactionnel tout simplement vise à assurer la codification des dispositions dans le Code de l'action sociale des familles. Bien, pas de prise de parole. Je le mets aux voix. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 6, Monsieur Rice. Oui, merci Monsieur le Président. Alors cet amendement, ce n'est pas tout à fait du rédactionnel, mais je propose de remplacer la deuxième phrase par les colonies de vacances favorisent l'apprentissage de la vie collective et la mixité sociale. Ça me semble être un petit peu plus clair que la rédaction qui est proposée dans le texte. Bien, juste pour la clarté de nos débats, s'il est adopté, les 3 suivants tombent. Donc est-ce que vous voulez évoquer les 3 suivants par la même occasion ou... J'ai tout à fait confiance que si celui-là a été adopté, que les autres tomberaient. Très bien. Okay. Alors, Madame la rapporteure. Madame Rubin, c'est à vous. Sur le 6. Oui, il n'est pas que il est rédactionnel, mais il n'est pas que rédactionnel. Effectivement, il change un peu la nature la manière de le formuler qui est moins forte, enfin moins déterminante que la notion de vecteur essentiel. Toutefois, s'il permet de créer un consensus, on va dire, sur et je crois que nous l'avons sur l'intérêt des colonies de vacances comme moyen de favoriser la vie collective et la mixité, eh bien à ce moment-là, je donnerai un accord à cet amendement, sachant qu'il ferait tomber tous les autres qui s'en suivent. Madame Rilhac. Oui, là-dessus, nous sommes assez d'accord avec Madame la rapporteure. La proposition de Monsieur Rest, à mon sens, amoindrit la portée politique du caractère essentiel des colonies de vacances qui est écrit actuellement dans le texte. Donc, nous aurions été plutôt favorables à peut-être votre amendement, la C8, mais là, pour le coup, nous sommes plutôt opposés à cette proposition. Bien, je vais donc mettre aux voix cet amendement 6 de Monsieur Rice. Qui est pour? Qui est contre? Alors, je vais le faire revoter. Alors, attendez. C'est moi qui organise le vote, chers collègues. Qui est pour? Bien, qui est contre? Il est rejeté. Le 7, Monsieur Rice. Donc, alors, l'amendement 7, justement, sur le mot essentiel, les colonies de vacances sont un vecteur d'apprentissage de la vie collective, c'est une évidence, mais pour moi, c'est un vecteur parmi d'autres. Alors, est-ce que c'est le mot essentiel qu'il faut mettre là? Parce que je trouve que déjà, quand on met les enfants à la garderie ou à l'école pour les petits, avec les CLSH, donc tout ça, ce sont aussi des vecteurs pour cet apprentissage de la vie collective. Donc, d'où cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. Donc nous étions effectivement favorables, même si la portée politique, vous l'avez bien compris, à l'amendement précédent. Mais là, il s'agit plus que d'un amendement rédactionnel qui enlève donc le mot essentiel. S'il est vrai que les colonies de vacances ne sont pas le seul vecteur de l'apprentissage de la vie collective et de la mixité, si la colonie n'a pas l'exclusivité de cet apprentissage, elle en est néanmoins un vecteur principal et essentiel. C'est la raison pour laquelle je donnerai un avis, cette fois-ci, défavorable. Avis défavorable, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? N'est pas adopté. Le 8, Monsieur Rice. Alors là, par contre, c'est du rédactionnel et pour nous, c'est en collectif.
ne me semble pas aussi explicite que la vie collective. Madame Rubin, sur cet amendement rédactionnel. Favorable. Avis favorable. Oui, bien Je sûr. le mets aux Oui, voix. avis Qui est favorable. pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 9, Monsieur Reiss. Alors, le 9, c'est lorsqu'on dit de la mixité sociale de la nation, je trouve que là encore, au niveau des colonies de vacances, on a plutôt, on fait la promotion de la mixité sociale. La mixité sociale de la nation me déplaît, donc c'est pour ça que je propose cet amendement. Très bien. Madame la rapporteure. Nous sommes au 9. Bon, eh ben, écoutez, là, on va quand même dire, bon, on va dire favorable pour cet amendement. Bien. Avis favorable de Madame la rapporteure. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 17, Madame Bonivard. Merci, Monsieur le Président. Alors, la nation, c'est aussi un territoire. Et donc, je souhaitais compléter l'article 1. Alors, j'avais un amendement auparavant au titre qui visait à élargir un peu le champ de la proposition de loi aux classes de découverte. Donc, il s'agirait d'ajouter à l'article 1, les colonies de vacances favorisent également la connaissance de la diversité naturelle et culturelle de la France chez les jeunes. Donc, c'est prendre en compte la diversité naturelle, la diversité des territoires et donner aussi cet horizon-là aux jeunes. Je crois que c'est un vrai apport des colonies. Donc, si cela pouvait être ajouté, je pense que c'est fondamental pour l'apprentissage de la nation. Sur le titre, ce sera la fin, Madame Bonivard. Madame Rubin. Oui, bien sûr, moi je peux comprendre tout à fait l'intention d'élargir le champ des colonies de vacances à la connaissance de la diversité naturelle et culturelle de la France. Mais d'abord, ça dépend du type de séjour, pour commencer. Tous les séjours n'ont pas cette vocation-là. Et il est difficile, surtout dans la loi, de fixer un tel objectif à la colonie qui est plus un objectif pédagogique, on va dire, qui peut être d'ailleurs, ce n'est pas simplement les finalités de la colonie dont vous élargissez le champ, c'est aussi, vous parlez des classes vertes. Si les classes vertes peuvent en effet avoir une finalité pédagogique, d'apprentissage, celle de la colonie n'a pas, on peut difficilement fixer à une colonie cet objectif plus pédagogique d'apprentissage et d'enseignement, je veux dire. Donc ce sera défavorable ou un avis de sagesse. Bien. Alors, Madame Rilhac, Monsieur Juanico et Monsieur Fuchs. Madame Rilhac. Oui, la question qu'il faut se poser à l'article 1, finalement, c'est... Madame Rilhac, attendez, j'avais donné la parole à Madame Rilhac, Monsieur Juanico, juste J'ai après. entendu mon nom. Oui, bien sûr. Madame Rilhac. Merci, Monsieur le Président. Simplement, pour rappeler que la réglementation en vigueur concernant les accueils collectifs de mineurs aujourd'hui est assez nébuleuse. Et je rappellerai ici que les activités périscolaires et les classes découvertes, de découverte, sont soumises au régime juridique des établissements scolaires, alors que le statut des accueils de loisirs sans hébergement, comme celui des séjours de vacances, dépend du Code de l'action sociale et des familles, en passant par une spécificité des accueils des moins de 6 ans, qui, eux, relèvent du régime particulier de la petite enfance. Donc, du fait de cette nébulosité, c'est vrai qu'au niveau réglementaire, et j'en parlais dans mes propos liminaires, c'est très, très compliqué de pouvoir rajouter aujourd'hui, de mélanger réglementairement les colonies de vacances et les classes découvertes. Donc, moi, je partage l'avis de Madame la rapporteure, et donc je suis plutôt... On a plutôt un avis un peu défavorable. Merci. Monsieur Juanico, c'est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Je disais effectivement que c'est compliqué peut-être de décrire l'ensemble des bienfaits liés aux accueils collectifs de mineurs de longue durée, parce qu'on pourrait y passer 2 heures à 3 heures à écrire tout ce que peuvent apporter les colonies de vacances. Il n'y a pas que les colonies de vacances. Parce que la grande différence dans les accueils collectifs de mineurs, c'est entre centres de loisirs où vous rentrez le soir chez vous, et puis il peut y avoir des centres de vacances, je veux dire, à partir aujourd'hui 3 nuitées, 4 nuitées, une semaine, qui ne sont pas des colonies de vacances, mais qui ont par contre les mêmes bienfaits que les colonies de vacances. Ce qui compte, c'est être durablement éloigné de son domicile et pas être dans la logique de centre de loisirs. Donc à partir du moment où on ne décrit pas tout, ces formes d'accueil collectif de mineurs et qu'on fait que les classes de découverte, voilà, je pense que c'est un peu réducteur. Donc du coup, peut-être ne pas trop réécrire l'article 1, quoi.
Merci. Monsieur Fuchs. Oui, je vais être sur cette tonalité-là, donc je vais être très court. On est plutôt pour moi sur un effet, sur une résultante de cette colonie de vacances, ou en tout cas d'un passage colonie de vacances. On pourrait tout aussi bien insister sur la construction personnelle, sur l'épanouissement personnel, etc. Donc je pense qu'effectivement c'est un peu superflu dans cet article. Merci. Monsieur Gérard. Merci, Monsieur le Président. En fait, moi, je trouve que cet amendement est intéressant parce que quand on parle de diversité naturelle à un moment où les grands enjeux des années à venir sont le changement climatique, la prise en compte de la biodiversité, etc., il me semble intéressant de le souligner dans ce texte. Et peut-être qu'en sous-amendant et en remplaçant également par notamment, on réduit un petit peu la portée et on arrive à un consensus qui me paraît important quand même de faire figurer parce que, encore une fois, la diversité naturelle, c'est les grands enjeux des années qui sont devant nous. Et enfin, Madame Bonivard, avant de mettre aux voix. Oui, merci. Alors, simplement, on peut enlever classe de découverte, il n'y a aucune difficulté. Mais je ne crois pas que ce soit un effet parmi d'autres, la diversité naturelle et culturelle du pays. C'est un horizon pour ces jeunes-là quand ils partent. Et cela leur donne un nouvel horizon, justement de ce que vous avez dit, Monsieur Juanico, d'être éloigné de soi et de chez soi et de connaître un milieu différent. Donc je crois que c'est constitutif de la colonie de vacances, cette diversité naturelle. Donc moi, j'insiste sur ce point-là, parce que je ne crois pas que c'est simplement un des effets induits de la colonie, mais que cela doit être son fondement, justement, par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Juanico, ce n'est pas le centre de loisirs, on est sur un environnement et la connaissance d'un environnement naturel différent. Donc vous pouvez enlever culturel, je suis assez d'accord avec mon collègue, et comme vous parlez de nation, la nation, c'est aussi un territoire et une diversité de territoires. Bien, Madame Rubin, pour que le débat soit bien clair, votre avis est un avis de sagesse ou une demande de retrait en vue de la séance ou... Non, excusez-moi, un avis de sagesse. Bien. Ceci dit, c'est vrai que je reste quand même avec l'idée de classe découverte, quoi, que les objectifs soient bien distincts de ceux de la classe découverte, qu'eux ont véritablement un objectif pédagogique de découverte culturelle. Et, voilà. Donc, si on peut nuancer ou retirer cette idée, cette mention de la classe découverte. Est-ce que vous souhaitez le retirer pour le retravailler en vue de la séance ou est-ce que je mets aux voix, Madame Bonivard? Oui, je pense que je vais le retirer. Très bien. Pour échanger avec vous, Madame Rubin, pour voir éventuellement une rédaction qui conviendrait davantage à tout le monde. Très bien. Il est donc retiré. Le 3, Madame Thiel. Merci, Monsieur le Président. Il est dommageable et malheureux, effectivement, que des enfants ne puissent pas partir en vacances. Et aussi, de nombreux dispositifs existent pour aider les familles les moins aisées à partir en colonie de vacances. Les paiements plusieurs fois sans frais, les chèques vacances, dont j'ai moi-même bénéficié, pour accessibles aux revenus faibles, l'aide au temps libre, des caisses d'allocation familiale. Cette aide peut prendre plusieurs formes, les comités d'entreprise dans toutes les structures employant plus de 50 salariés, les bourses accordées sur dossier aux élèves de l'enseignement public dont les parents disposent de faibles revenus, disponibles auprès du chef d'établissement. La plupart des municipalités et conseils départementaux, via leurs services sociaux, proposent des aides journalières. Promouvoir et démocratiser l'accès aux colonies de vacances ne passe donc pas forcément par la création d'un énième dispositif supplémentaire. La question se pose bien davantage en termes d'organisation et de financement des systèmes déjà existants. Je vous remercie. Merci, Madame Thiel. Madame Rubin. Oui, défavorable pour les mêmes raisons que j'ai évoquées pour l'alinéa 1. Voilà, il existe en effet une hétérogénéité des aides sur le territoire et qui ne sont pas nécessairement ciblées sur les colonies de vacances. Bien, je mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 23, Madame Rubin. Ah oui. Donc, c'est un amendement qui vise justement à apporter deux précisions. D'une part, la catégorie des organismes dont les séjours peuvent donner lieu au versement d'une aide au départ en colonie de vacances. D'autre part, la tutelle du Fonds national de solidarité pour le départ de séjour collectif d'accueil des mineurs. Nous avons choisi la Caisse d'allocation nationale, la CAF, qui est déjà l'organisme qui dispense de nombreuses aides de séjour en vacances.
Comme l'organisme tutelle qui, effectivement, aurait la gestion de ce fonds. Voilà. Donc, première précision. Attendez. Où je les avais Oui, donnés, oui, ouais. la première précision, c'est qu'il s'agit bien d'accueil collectif de mineurs de plus de 5 jours, c'est-à-dire séjour vacances. Voilà. Ce qui n'était pas précisé dans la première rédaction. Voilà, c'est ça que je veux dire. Cette précision-là, et puis ensuite, qui portera et qui organisera et gérera ce fonds. On a décidé de l'associer à la CAF. Voilà les deux précisions de cette nouvelle rédaction. Bien. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 33, Madame Rubin, c'est également à vous. Alors là, nous avons aussi revu les références en termes d'âge. Nous avons dit que cette aide pourrait bénéficier à des enfants et adolescents non plus de 4 à 17, mais de 6 à 18 ans. Nous avons modifié cette tranche d'âge. Alors, je pourrais m'en expliquer peut-être. On sait qu'un des freins au départ en vacances, c'est la crainte des parents et la crainte de la séparation. 3 ans, déjà la séparation à l'école, à 3 ans, pose un certain nombre de problèmes. La séparation plus longtemps nous semble, une séparation plus longue, nous semble effectivement ne pas favoriser, finalement, ce que l'on souhaite favoriser, c'est-à-dire le départ d'un maximum d'enfants. D'une part. D'autre part, l'accueil des enfants de moins de 6 ans nécessite des fonctionnements spécifiques et des aménagements spécifiques. Donc voilà, qui peuvent aussi alourdir les conditions de départ. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus à l'âge de 6 ans. Merci. Bien, je le mets aux voix. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 10, M. Rice. Oui, alors c'est aussi une question d'âge et nous, on proposait de faire référence tout simplement à la scolarité obligatoire, puisque la loi sur la confiance à l'école a avancé la scolarité à 3 ans. Bon, donc il y avait une majorité pour voter ça. Et donc aujourd'hui, je pense que dans ce cas-là, il faut aussi être cohérent avec cette proposition de loi. Bon, ceci dit, je propose d'arrêter à 16 ans aussi. Pourquoi? Parce qu'à 17 ans, on peut passer le BAFA, donc on peut aller de l'autre côté de la barrière. Et l'aide d'ailleurs au BAFA est aussi un autre sujet qui n'apparaît pas dans cette proposition de loi, sachant que pour certains étudiants, le coût pour passer le BAFA est un obstacle aussi à aller de ce point de vue-là. Donc nous proposons de mettre l'âge de la scolarité obligatoire, sachant qu'après 16 ans, il y a une formation obligatoire, ce qui n'est plus la scolarité obligatoire. Bien, merci. Madame Rilhac. Merci, Monsieur le Président. Oui, entre l'amendement précédent de Madame Rubin et l'amendement de Monsieur Ress, on voit bien qu'il y a une problématique au niveau de l'âge. Et c'est vrai que pour la séance, je pense qu'on peut réfléchir. Madame Rubin, le problème, c'est que si on va jusqu'à 18 ans, nous avons une énorme problématique de l'accueil, puisque vous savez très bien que nous ne pouvons pas mélanger des mineurs et des majeurs. Donc c'est pour ça que c'est très important de garder le seuil de 17 ans révolu. C'est peut-être une proposition d'écriture pour la suite, mais nous ne pouvons pas. Et par rapport aux 6 ans que vous aviez proposé dans l'amendement précédent, nous sommes assez d'accord avec la proposition de M. Reiss, là, aujourd'hui, de descendre à 3 ans, qui s'aligne sur la scolarité obligatoire. Donc en fait, sur un mixte des deux amendements, je pense qu'on pourrait peut-être retrouver une autre formulation pour la séance où on arriverait à trouver justement la bonne tranche d'âge. Parce que Monsieur Reiss, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à partir de 17 ans, on commence à se former au BAFA. Et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir à la fois être colon et animateur dans sa même année, parce que c'est un joli passage de flambeau. Bien, merci. Madame Charrière et Monsieur Jonico. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à la mesure qu'on a votée sur la formation obligatoire des 16-18 ans, dans les modalités de raccrochage et de travail sur l'estime de soi qu'on peut proposer à ces jeunes. Des séjours sont un levier très intéressant. Donc voilà, aller jusqu'à la barrière de la majorité me paraît intéressante. Monsieur Jonico. Pour avoir été des deux côtés de la barrière et avoir passé
effectivement mon BAFA. La question que je voulais poser à Sabine Rubin, c'est est-ce que le Fonds national de solidarité permettra justement, comme l'a dit Frédéric Reiss, d'éventuellement apporter une aide financière aux jeunes qui souhaitent passer le BAFA, 2 fois 500 €, théorique et pratique. Il y a des aides qui existent ponctuellement dans les collectivités territoriales, on le sait tous, mais enfin c'est très inégal d'un territoire à l'autre. Et d'autre part, je pense que la question de l'âge, il faut peut-être y retravailler d'ici la séance. Moi, je voudrais quand même signaler que, comme tout lieu où il y a des contacts avec les enfants, aujourd'hui, le problème des colonies de vacances, c'est bien évidemment que ce n'est pas forcément la sécurité sur place, c'est la peur des parents par rapport à un certain nombre de faits divers, mais qui sont aussi dans l'école, qui sont aussi dans le sport, où on le sait bien. Ils ne sont pas que des faits divers, et donc la pédocriminalité. Il faut aussi travailler sur l'image des colonies de vacances et assurer un contrôle d'honorabilité qui soit le plus strict possible par rapport aux animateurs et aux encadrants et aux directeurs. Et donc par rapport à cela, il faudra aussi que la proposition de loi en parle, quoi. Bien. Très bien, je vais mettre aux voix cet amendement de M. Reiss qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté. Alors, le 24, Madame Rubin. C'est à vous. C'est un amendement, tout simplement, qui vise à assurer l'efficacité du dispositif de l'aide au départ. À cette fin, il précise donc les critères de son attribution en reprenant donc la terminologie du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les personnes susceptibles de prétendre à une prestation sociale destinée au soutien à la parentalité et concourant à l'action sociale au sens large. Donc, ah oui, donc en vérité, ça précise par rapport à la précédente rédaction que ce sont non pas les familles des enfants, mais ceux qui en ont la charge effective et permanente d'un ou de plusieurs enfants. Ça reprend ça n'est pas. Nous, on avait rédigé famille et là, on met les personnes et les ménages qui assurent la charge effective et permanente de l'enfant, en nous référant finalement au Code de l'action sociale. Et d'autre part, et ça, j'insiste sur ce point parce que vous aurez peut-être, ça répondra probablement à certaines des questions, c'est que elle est attribuée, cette aide, elle est attribuée au titre de leur inscription à un séjour organisé, donc dans le cadre d'un accueil de mineurs qui est préalablement déclaré à l'autorité administrative. Comme c'est le cas actuellement, déjà la CAF agrée certains séjours. Là, l'idée, c'est donc de séjours qui seraient l'objet d'un agrément. Voilà. Merci. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Et pour terminer sur l'article 1er, le 25, Madame Rubin, un amendement de précision. Eh bien, tout simplement, c'est un amendement qui vise à préciser les modalités de réévaluation de l'aide au départ en colonie de vacances, en tenant compte du besoin de prévisibilité donc, des acteurs de ce secteur. Il s'agira donc de prendre en considération l'évolution moyen du coût de prise en charge dans le cadre d'un accueil de mineurs, dans le cadre d'un accueil en colonie, on va dire. Très bien. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Chers collègues, je mets aux voix l'article 1er ainsi modifié, qui est pour l'adoption de l'article 1er, qui est contre. L'article 1er ainsi modifié est adopté. Sur l'article 2, nous commençons par un amendement de suppression de Madame Bonivard. Merci, Monsieur le Président. La création d'une nouvelle taxe sur l'hôtellerie destinée à financer ce fonds n'est pas pertinente. Le tissu de l'hôtellerie, notamment familiale et indépendante en France, est particulièrement fragile. Chaque année, la France perd des centaines d'hôtels qui pourtant maillent et constituent un outil d'aménagement du territoire. Ces hôtels actuellement font déjà face à une fiscalité inadaptée, à des problématiques de mise aux normes et de transmission qui trop souvent conduisent à leur fermeture. Cette taxe supplémentaire fragilisera encore cette typologie d'hébergement sur laquelle pèsent déjà de nombreuses contraintes. Il conviendrait, en lieu et place de ce fonds, de réfléchir à la mise en œuvre d'un fonds mixte qui pourrait être codoté par des fonds publics et privés, par l'État, les collectivités locales volontaires. La région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, finance déjà des billets de train
pour les classes de neige et les classes de découverte et des investissements dans les centres de vacances. Donc je pense qu'il y a des collectivités locales à la fois pour des jeunes qui partent et qui reçoivent des territoires touristiques qui seraient d'accord pour financer ce fonds, l'ANCV et des acteurs privés, des entreprises qui, dans le cadre du mécénat, pourraient aussi investir ce fonds. Solidarité nationale et financement privé me paraissent plus adaptés. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Alors sur cette question du financement, je voudrais rappeler quand même deux choses. Du financement sur une taxe affectée, sur donc une taxe sur l'hôtellerie de luxe. Donc, d'une part, je voudrais rappeler que cette mesure a déjà été approuvée en septembre 2011 par le Parlement à l'initiative donc du gouvernement Fillon. Donc c'est une proposition qui avait déjà été acceptée. Bon. Si son application a été abandonnée, c'est parce que il y a eu un relèvement du taux de TVA sur l'hôtellerie. C'est l'unique raison qui a fait que ça a été reporté. Ensuite, cette taxe a de nouveau été proposée par le Sénat, par le groupe socialiste au Sénat, en 2013. Et elle devait être aussi affectée, mais c'était pour une allocation pour des demandeurs d'emploi qui avaient une carrière longue. Enfin, je rappelle que le dispositif de taxation, lui, il est progressif. Hein. C'est un dispositif progressif. Mais que le montant défini en plancher est celui qui avait été adopté, y compris donc en 2011. Donc, à cette époque, pourtant, l'hôtellerie de luxe était dans un moment moins favorable. Donc, voilà, je pense que les arguments qui sont opposés ne sont pas vraiment fondés. Merci. Alors, je suis saisi d'un certain nombre de demandes de prise de parole. Madame Rilhac, Monsieur Gérard, Monsieur Fuchs. Allez-y, Madame Rilhac. Merci, Monsieur le Président. Moi, c'est vrai que je suis assez sensible aux arguments de Madame Bonivard, mais si nous votions pour cet amendement de suppression, ça ne permettrait pas, je pense, de poursuivre la discussion. Et ça fait partie des questions que je vous avais posées, justement, Madame la rapporteure, de pouvoir vraiment discuter. Et vous-même, vous nous avez dit, les amendements apporteront des réponses. Donc, rien que pour cela, notre groupe s'abstiendra. Bien. Monsieur Gérard. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi, je m'interroge quand même sur ce dispositif parce qu'aujourd'hui, on voit, et on est en pleine actualité, que le secteur de l'hôtellerie de luxe est le premier impacté par les crises de type SRAS, coronavirus, grippe aviaire, etc., qui affectent les clientèles d'affaires qui sont celles de ces hôtels de luxe le plus souvent, et que du coup, faire reposer l'intégralité du financement de ce dispositif sur cette seule disposition de taxation de l'hôtellerie de luxe me paraît quand même assez précaire pour garantir la pleine accessibilité que vous visez dans votre texte. Monsieur Fuchs. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu à plusieurs reprises la volonté. D'abord, nous avons voté l'article 1 sur ce fonds de solidarité. Donc, nous soutenons cette création d'un fonds de solidarité. J'ai entendu à plusieurs reprises la volonté d'asseoir l'assiette de ce fonds sur la solidarité nationale. Or là, on a pris une activité économique, je ne dis pas au hasard, mais parce qu'elle ressemble, il y a de l'hébergement, donc on a dû se dire, hébergement, on fait une taxe là-dessus. Mais on peut imaginer une taxe sur l'ensemble des activités économiques du pays. Donc je pense qu'il faut, et c'est la proposition que l'on fait, créer une réflexion collective sur le financement de ce fonds qui serait assis sur de la solidarité nationale et non pas sur une activité économique de marché. Voilà, je pense que asseoir la capacité de financement de ce fonds sur une activité économique de marché est contraire à l'objectif même et au sens de cette loi. Donc Merci. nous voterons contre. Monsieur Lachaud. Oui, nous serons contre l'amendement de Madame Bonivard. Il faut bien quand même rappeler que nous parlons ici de l'hôtellerie de luxe
des nuitées supérieures à 200 euros. Et c'est le seuil minimum, mais évidemment que ça monte jusqu'aux nuits qui peuvent coûter 800 euros, et on est sur une taxe progressive. Donc rien ici ne me semble menacer ce que l'on appellerait l'hôtellerie familiale et indépendante. Donc je pense que, évidemment, nous n'avons peut-être pas la même notion du luxe, mais clairement, je ne crois pas que quelqu'un qui est prêt à payer 200 euros une nuit n'irait pas dans un hôtel parce que la nuit lui coûterait 202 euros. Donc je pense que là, il y a un petit peu je dirais pas une mauvaise foi, mais en tout cas une vision différente. Et je pense que payer 202 euros au lieu de 200 euros pour que des enfants puissent partir en vacances ne me semble pas être réellement un véritable problème. Madame Bonivard. Et ensuite, nous passerons au vote, chers collègues. Alors, donc Si déjà, vous le souhaitez, je qu'est-ce vous que la redonne. l'hôtellerie de luxe? L'hôtellerie de luxe, elle ne se qualifie pas selon un prix. Elle se qualifie en fonction d'un nombre d'étoiles. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que dans certains territoires, vous pouvez avoir des hôtels 2 étoiles qui sont portés par des indépendants qui ont eu toute leur famille, depuis toute leur famille des générations cet hôtel, qui est un 2 étoiles et une nuitée à 200 euros. Donc, il y a un problème à la rigueur, si vous voulez faire une taxe sur l'hôtellerie de luxe, votre article, il est mal rédigé, puisqu'il faut cibler le nombre d'étoiles et non pas le prix des nuitées. Parce que, encore une fois, selon les territoires et la densité touristique des territoires, vous pouvez avoir des hôtels 1 étoile ou 2 étoiles à 200 euros. Donc, vous allez fragiliser l'hôtellerie familiale et indépendante. En outre, vous allez renforcer les chaînes. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'hôtellerie familiale indépendante. Et vous pouvez avoir de l'hôtellerie familiale indépendante qui se positionne sur du 4 étoiles et qui font des investissements conséquents. Donc, vous allez finalement renforcer les grandes chaînes derrière qui ont des fonds extrêmement importants qui vont être en capacité d'assumer cette charge, et vous allez fragiliser tout un tissu d'hôteliers familiaux et indépendants qui peuvent être sur un positionnement de qualité à perdurer. C'est la raison pour laquelle je propose autre chose. Et à l'époque, en 2011, vous l'avez dit, Madame Rubin, la TVA n'était pas au même niveau. Donc, le dispositif était peut-être plus acceptable par les hôteliers qu'il n'est aujourd'hui. Donc, on peut aussi baisser à nouveau la TVA sur l'hôtellerie et, dans ce cas, mettre en place cette taxation. Je vous remercie. Bien. Alors, chers collègues, pour la clarté des débats, M. Fuchs a demandé pour préciser sa position. Madame Autain, je vous donne encore la parole, même si M. Lachaud l'a déjà prise pour votre groupe. Puis ensuite, on passera au vote. Nous avons encore un juste deuxième pour texte tout à préciser l'heure. la position qui est la nôtre, on trouve qu'il y a une incohérence entre l'objet de ce fonds qui est de solidarité nationale et l'assiette sur laquelle le fonds a été assis, l'activité économique de marché. Et donc, quand je dis que j'ai voté contre, c'est sur l'article. Donc, on votera pour l'amendement, bien sûr. Madame Autain. Oui, mes chers collègues, en fait, je suis assez abasourdie par les arguments que j'entends, parce que la question de l'opposition entre le luxe, c'est-à-dire l'intérêt du monde du luxe, opposé à l'intérêt des enfants qui peuvent trouver... c'est ce que vous faites. Pardonnez-moi, c'est ce que vous faites, mes chers collègues. Chers collègues. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous nous expliquez qu'il faut protéger l'industrie du luxe plutôt que de permettre de taxer cette industrie de telle sorte qu'on puisse avoir des colonies de vacances pour les enfants. Je vous le dis, moi, je trouve ça assez choquant. Par ailleurs, l'argument qui consiste à dire qu'il y a des emplois derrière, des emplois dans l'industrie du luxe qui seraient menacés si on faisait cette taxe, qui est quand même une taxe pas très haute, et qui a déjà été imaginée par François Fillon dans certains dispositifs, imaginée par les socialistes à d'autres moments. Donc, ce n'est pas quelque chose d'incroyablement... novateur en réalité, c'est en fait assez banal d'imaginer qu'on ponctionne un petit peu. Je voudrais juste vous dire qu'il y a eu ces derniers temps, et je termine là-dessus, de très nombreuses mobilisations des personnels justement des grands hôtels, et ces personnels indiquaient qu'il y avait d'énormes marges dans l'industrie du luxe pour payer correctement les salariés. Merci. Donc ne racontez pas que c'est parce qu'on va faire 2% de ponction que les salariés seront mieux traités. Je pense que ça n'a rien à voir. Merci. Bien, Madame Rubin, je vous donne la parole et puis je mets aux voix. Oui, écoutez, je vous remercie pour ces échanges. Je voudrais quand même réaffirmer la nécessité d'un fonds de ressources pérennes, ce que n'est pas le mécénat, entre parenthèses.
je voudrais aussi souligner la contradiction entre être d'accord sur le principe d'un fonds, hein, qui pérennise précisément des ressources et ne pas prévoir les moyens de financement de ce fonds. Alors, ensuite, ça me paraît... alors, je dirais que je serais ouverte à toute autre proposition hors mécénat qui pérennise cette ressource. Et puis, je dirais aussi que ce n'est pas la première fois qu'il existe une taxe affectée, une recette précise qui porte sur une politique publique, pour mener une politique publique. Ce n'est pas la première fois qu'on met en œuvre une taxe affectée qui porte sur un segment de l'économie. Bon, là, la cohérence, elle est effectivement symbolique. Les vacances, il s'agit toujours des mêmes vacances, voilà. Donc, et puis je réinterroge, pourquoi cela a été voté donc, en 2011 pour quelle raison n'a-ce que ce dispositif, alors que le tourisme se porte de mieux en mieux, et notamment le tourisme de luxe, pourquoi cette solution pose problème. Voilà. Bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement de suppression déposé par Madame Bonivard. Qui est pour cet amendement de suppression? Qui est contre cet amendement de suppression? Il est donc adopté à 6 contre 7. Bien, et donc nous passons à l'article 3. Madame Thiel. Amendement de suppression. Merci, Monsieur le Président. Il n'est pas drôle, il n'est pas du rôle de l'école de participer à l'organisation des vacances de leurs élèves. Il est à la fois inopportun et coûteux de créer un guichet uniquement voué à cette mission dans chaque établissement. Le bon sens pratique voudrait plutôt qu'il n'y ait qu'un guichet par ville, géré par exemple par le service jeunesse déjà existant de la mairie. L'action sociale relevant d'ailleurs de l'action de la commune ou de l'intercommunalité, il n'appartient pas au Parlement de s'immiscer dans l'organisation interne des écoles et des mairies. Il en va du respect du principe de subsidiarité qui doit toujours primer à l'élaboration de lois ayant une incidence sur la politique des collectivités. Je vous remercie. Merci. Sur cet amendement, on a avis défavorable, je suppose, Madame la rapporteure. Oui. Défavorable. Oui. Bien, je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons ensuite deux amendements qui sont en discussion commune. Le vôtre, Madame Rubin, puis celui de Madame Rilhac. On commence par vous, le 34. Oui, comme je l'évoquais, donc nous avons été amenés, suite aux auditions, à évidemment réexaminer les conditions d'abord d'une part de la collecte d'informations, d'autre part de sa diffusion auprès des acteurs concernés, c'est-à-dire à la fois les jeunes et à la fois les familles. Donc, par le présent amendement, donc, on organise la centralisation des informations. Alors oui, plutôt pourquoi nous l'avons fait? Évidemment, nous avons tenu compte des inconvénients pratiques que peut comporter l'établissement d'un guichet unique au sein des établissements scolaires, notamment au regard du poids des activités actuelles donc des enseignants dans ce domaine. Mais alors, attendez, donc, nous proposons donc de réorganiser l'information des familles quant au séjour proposé et aux aides financières susceptibles de faciliter le départ des enfants dans le cadre des colonies de vacances. Cette diffusion de cette information peut reposer sur les locaux et personnels mis à disposition par les communes, les établissements publics intercommunaux, les caisses d'allocation familiale, les centres d'action sociale et, le cas échéant, associer les services du ministre chargé de l'Éducation ainsi que les établissements du premier et du second degré sous statut public ou ayant conclu un contrat d'association avec l'État. Merci. Madame Rilhac, votre amendement? Merci, Monsieur le Président. Oui, les établissements scolaires n'ont pas vocation à gérer les activités périscolaires et périéducatives. Toutefois, l'idée de mise en place d'un lieu unique centralisant les informations concernant les colonies de vacances semble pertinent afin d'en faciliter l'accès et de mieux communiquer sur les possibilités existantes aux familles. Donc, notre amendement propose une écriture un peu plus globale, de manière à ce que cela soit mis en œuvre par l'État et les collectivités territoriales selon des modalités qu'ils définiront eux-mêmes. Donc, nous préférons bien entendu notre rédaction à celle de Madame Rubin.
Bien, sur ces deux amendements, en discussion commune, Madame Rubin, est-ce que vous souhaitez donner votre avis sur celui de Madame Rilhac? Je pense que nous avons un objectif commun en vérité, hein, voilà, d'associer effectivement des acteurs tels que les communes et les intercommunalités de proximité, mais aussi d'associer l'ensemble des acteurs qui, à travers l'idée d'un schéma, un schéma plus global, qui associerait aussi bien des acteurs de l'État pour avoir l'information globale et nationale qu'une mise en œuvre territorialisée avec effectivement la spécificité des aides territoriales. Donc je pense qu'on concourt au même objectif. L'idée étant aussi de pouvoir, avec notre amendement, atteindre une diffusion beaucoup plus vaste auprès des acteurs locaux, beaucoup plus étendue. Madame Rilhac, avant de mettre aux voix. Oui, simplement pour préciser que, à mon sens, votre rédaction est peut-être trop contraignante, justement, et qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin d'avancer sur ce sujet. Nous parlons d'une interface de référence qui donne peut-être plus de souplesse et permettrait justement aux collectivités territoriales de pouvoir adapter aussi cette interface en fonction de leurs capacités et déjà de leurs propres moyens qu'ils ont à leur disposition. Bien, chers collègues, Madame Charrière, rapidement. Juste pour ajouter que par rapport aux maisons France Service, on est bien dans la logique aussi du non-recours par rapport aux aides qui peuvent être proposées aux familles. Bien, je vais donc vous proposer de voter sur le 34 de Madame Rubin. Nous avons commencé à mettre aux voix, mais allez-y, Madame Rubin, parce qu'il faut qu'on avance, on a encore Non, un je deuxième voulais avoir texte à faire, simplement hein. des précisions sur ce que signifiait une interface. L'interface, ça signifie quoi? Bien. Alors, je vais vous proposer de voter sur le 34 de Madame Rubin, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 15 de Madame Rilhac, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 5 de Madame Thiel tombe et l'article est ainsi rédigé parce que c'était la réécriture globale. Après l'article 3, Madame Descamps, le 12. Oui, donc cet amendement vise à, comment dirais-je, à insérer l'hébergement de séjours collectifs d'accueil des mineurs peut faire l'objet d'un jumelage entre les communes ou les départements. Il consiste donc à favoriser à la fois les liens culturels, mais aussi une entraide entre les départements. Le jumelage peut permettre de mettre à disposition des bâtiments publics d'accueil, enfin des bâtiments d'accueil plus précisément, pensionnats, etc., d'accueillir des colonies de vacances dans la ville jumelée et inversement. Ce système d'échange aurait, selon moi, la vertu de réduire les coûts d'hébergement. Et j'ai bien précisé peut, donc pas d'obligation, mais on peut donner l'opportunité, et à mon avis, ce sera intéressant de l'insérer. Merci, Madame Rubin. Oui, un avis de sagesse, d'autant qu'il n'y a aucun élément qui montre qu'il y a une incapacité juridique des collectivités à organiser de telles coopérations, en l'état donc des compétences que leur confère la loi. En plus, on mesure mal à ce stade quelles pourraient être les implications pratiques de jumelage et les garanties que sa mise en œuvre nécessiterait. Mais du point de vue des charges, de l'exercice des responsabilités, mais bon... Bien, un avis de sagesse. Oui, avis de sagesse. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre. Alors, chers collègues, nous allons revoter. Qui est pour l'amendement de Madame Descamps? Qui est contre? Il est rejeté. Le 16, Madame Charrière, c'est vous qui le présentez? Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement d'appel pour effectivement poser le sujet de l'insertion dans les PEDT voilà, possible de ce type de séjour. Les colonies de vacances constituent un temps éducatif et pédagogique complémentaire à celui de l'école et participent à la réussite éducative de l'enfant. Elles permettent notamment à l'enfant à apprendre à vivre en collectivité, à développer son autonomie et constituent un temps de découverte participant à son épanouissement. Les projets éducatifs territoriaux sont des dispositifs centrés autour de l'intérêt de l'enfant et permettent son épanouissement dans le cadre des activités culturelles ou sportives organisées pendant son temps libre et dans la continuité du service public de l'éducation. Le présent amendement vise à donner la possibilité aux acteurs des PEDT d'y inclure des activités extrascolaires telles que les séjours collectifs de mineurs. Ce sont en effet ces acteurs qui sont les plus à même d'identifier les besoins des jeunes pouvant exister sur le territoire. Dans le cadre du PEDT, ils pourront ainsi coordonner efficacement leurs actions dans un cadre précis et concerté.
Cette intégration faciliterait également l'attribution au séjour collectif et à leurs organisateurs de subventions venant des collectivités et des fonds de l'État. Très bien. Madame la rapporteure. Défavorable, c'est pas du tout le. D'abord, ce sont deux champs qui ne participent pas de la même réglementation, les colonies et le périscolaire, qui dépendent de l'éducation nationale. Et donc, ce sera défavorable. Bien. Je mets donc aux voix cet avis qui a reçu un avis défavorable. C'était un amendement d'appel, Monsieur le Président, je le retire. Il est retiré. Madame Bonivard pour le 19. Madame Charrière, le micro. Merci. J'en prie. En fait, je vais simplement le retirer parce que l'objectif, on en a parlé, c'était d'étendre. Je souhaitais qu'on puisse étendre classe de découverte, classe de neige et classe de mer pour les évoquer dans la proposition de loi. Et l'idée, c'était d'inclure dans la formation des enseignants l'organisation de ces séjours. Mais comme ces classes de découverte ne sont pas incluses dans la proposition de loi, je retire. Très bien, il est retiré. Passons à l'article 4, Madame Rubin, un amendement rédactionnel. Oui. Rédactionnel. Alors je mets aux voix. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 4 ainsi modifié. Qui est pour l'article 4 ainsi modifié? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 4, un amendement, Madame Rubin, sur l'entrée en vigueur de la loi. Le 20, il est défendu. Non, disons que c'est un amendement qui vise à prendre en considération les délais nécessaires à la mise en place de ce fonds national destiné au financement du départ en colonie de vacances. Très bien, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 18 sur le titre devient sans objet. Madame Bonivard, nous sommes d'accord? Bien, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée.